Je vous salue, messieurs et dames, très chers fidèles téléspectateurs des Ecopolis Télévision. Vous nous suivez à Matadi, chef-lieu du Congo central. Vous êtes dans le recoin de la province. Je vous salue et merci de bien vouloir nous recevoir chez vous à la maison. Nous sommes aujourd'hui samedi 3 mai 2025. Messieurs et dames, vous êtes sans ignorer ou sinon un rappel pour les autres que le 3 mai de chaque année, le journaliste célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Et donc, nous sommes là sur ce plateau, dans cette émission plateau spécial aujourd'hui pour pouvoir réfléchir sur la liberté de la presse. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes deux confrères. Donc, c'est en tout cas une émission maison, deux confrères journalistes à ma droite. Nous avons Madame Liliane Kwengo, c'est une journaliste, confrère journaliste, concert. C'est les avocats qui ne veulent pas que les avocates ne veulent pas qu'elle soit appelée confrère, concert, mais en tout cas, le journaliste accepte quand même. C'est une concert journaliste, mais aussi directrice des programmes de Ecopolis Télévision Matadi ou sinon Congo Central. Madame Liliane Kwengo, bonjour et merci d'être là. Bonjour Monsieur Glodino, merci de nous recevoir dans ces plateaux en cette journée spéciale du 3 mai 2025 où l'on célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Et j'en profite pour cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les journalistes de ma bannière Ecopolis et sans oublier ceux de Matadi. Voilà, merci. Et à ma gauche, j'ai un autre confrère journaliste, membre de la rédaction de Ecopolis Télévision. C'est donc Reg et Lingissa. Bonjour Reg, et merci d'être là. Bonjour Glodino Lukanou et très ravi d'être avec vous sur ce plateau pour le compte de ces plateaux spéciaux. Donc plateau spécial permettez-moi la tautologie, plateau spécial de la journée mondiale de la liberté de la presse pour essayer un peu d'analyser, de réfléchir sur cette journée dédiée à la liberté mondiale de la presse bien sûr. Et j'en profite aussi de l'occasion pour souhaiter une très belle journée à tous les confrères et consoeurs journalistes de Matadi, de la province du Congo central en général et pourquoi pas de la RDC aussi toucher le monde entier. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avec les deux confrères journalistes, nous allons devoir vous parler de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, mythe ou réalité. Nous allons réfléchir ensemble avec eux, mais avant tout, je vous rappelle au niveau international et également le thème qui a été donné puisque la journée est internationale, c'est donc informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et le média. C'est le thème international choisi pour l'année 2025. L'entrée de jeu, Madame Liliane Kwengo, pouvez-vous nous parler de la journée du 3 mai? Alors, la journée du 3 mai, s'il faut placer un mot là-dessus, il faut savoir que c'est une journée exceptionnelle pour tous ceux qui exercent leur métier, tous ceux qui exercent le journalisme, tant en RDC que dans le monde. Il faut rappeler en premier lieu l'importance de cette journée. En fait, le 3 mai est une occasion pour nous journalistes de rappeler au monde, de rappeler au public l'importance du métier du journaliste qui consiste notamment à informer, à divertir, mais aussi à faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas l'accès à l'information puissent l'avoir. En deuxième lieu, l'importance de cette journée est de sensibiliser. À travers les informations, nous ne nous limitons pas seulement à passer un message, mais aussi à sensibiliser. Par exemple, dans les cas où il y a des fléaux, de maladies, ça et là, le journalisme ne se limite pas à informer, mais aussi à sensibiliser. Alors, le 3 mai, elle est également, donc je parle de la date, elle est également l'occasion de rendre hommage à tous ces journalistes, tous ces chevaliers de la plume qui se sont donnés depuis 2 siècles pour que l'information puisse arriver au public. Donc, le 3 mai, s'il faut que je puisse résumer, c'est une journée qui permet non seulement aux journalistes, mais aussi au public d'accéder à l'information.
La journée du 3 mai, c'est une journée pour le journaliste de savoir quel est leur rôle, quelle est leur mission. La mission qui consiste notamment à collecter l'information, à traiter l'information, mais avant le traitement, il y a la vérification même de l'information. Et donc, vérifier l'information, traiter l'information et enfin diffuser, sinon présenter cette information au grand public, d'où l'importance de la journée du 3 mai, censée être la journée pour la liberté de la presse. Voilà, merci beaucoup madame. Je vais revenir à vous un moment à l'autre. Reg Elenguessa, pouvez-vous nous donner l'historique de cette journée du 3 mai? La journée a été instaurée quand, par qui? Ah oui, donc merci Claude Nolokanou pour, d'une manière brève, s'il faut remonter l'histoire pour connaître d'où est venue l'idée de dédier la journée du 3 mai. C'est pour l'intérêt des finalistes et surtout. Hein, justement, c'est ça. Donc, d'où est venue l'initiative de dédier cette journée, la date du 3 mai, une journée mondiale de la liberté de la presse. L'histoire remonte en 1993, lors des assises de l'Assemblée générale de l'ONU en 1993, qui a proclamé cette journée du 3 mai étant journée mondiale de la liberté de la presse. Et cela est dû à quoi? Pourquoi est-ce que l'Assemblée générale de l'ONU a pris cette initiative? D'abord, vous devez savoir que l'idée, ou sinon l'idée de faire en sorte que la date du 3 mai soit proclamée, la date dédiée à la journée mondiale de la liberté de la presse, est venue après la pression que les journalistes africains ont mis pour qu'il y ait d'abord indépendance de médias et qu'il y ait cette liberté. Parce que s'il faut remonter encore l'histoire, avant, il n'y avait pas vraiment cette liberté d'opinion, il n'y avait pas vraiment cette liberté d'expression aux journalistes africains qui, après plusieurs démarches, ont quand même pu... Qu'est-ce que vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous fait dire ça? L'histoire montre que le journaliste africain n'avait pas la même considération, déjà, parce que ça, c'était du point aussi de la discrimination, n'avait pas la même considération que les journalistes européens, les journalistes des autres pays. Et c'est alors que, quand le journaliste africain peut, après, quand il y a eu un peu quand il y a eu cette lutte-là de journalistes africains, et c'est comme ça qu'ils ont pu faire entendre leur voix au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a finalement accepté que la date du 3 mai soit proclamée, dédiée à la lutte ou sinon à la liberté de l'expression pour tout journaliste, pour toute la presse à travers le monde. Donc je dis tantôt que l'histoire remonte en 1993. Voilà, merci beaucoup, Madame Liliane. Qui sont appelés membres de la presse? Ce sont seulement les journalistes. Il y a aussi des caméramans. Pouvez-vous un peu apporter de l'éclairage là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parler d'abord de la presse, le concept presse, prend en compte tout ce qui se réalise à travers le média. En tout cas, il s'agit de moyens. Quand on parle de la presse, d'abord, il s'agit de moyens mis à disposition pour que l'information puisse parvenir. Ça, c'est une première définition qu'on peut donner. Une deuxième définition qu'on peut donner, c'est aussi, ces concepts prennent en compte le journaliste, mais aussi ceux qui œuvrent dans le média. Mais ça prend aussi en compte les organes de presse, entre autres le chaîne de télé ou radio, comme on aime bien le dire. Le média en ligne. Le média en ligne, exactement aujourd'hui, parce que s'il faut parler, puisque nous sommes à l'ère de nouvelles technologies de l'information, évidemment, on prend aussi en compte le média en ligne, parce que l'Internet est incontournable aujourd'hui. Puisqu'avant, il n'y avait que des journaux. Effectivement, c'est que, en fait, la presse, on ne peut pas le limiter aux médias traditionnels. On ne peut pas le limiter à la radio, à la télé, aux journaux imprimés, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Aujourd'hui, nous avons des journaux en ligne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment un concept qui s'étend sur la sphère de communication. C'est-à-dire, on ne va pas se limiter à la radio, à la télé, donc le média traditionnel. On s'étend même sur les réseaux sociaux, on s'étend sur les blogs, on s'étend sur tout ce qui se passe sur Internet. Il y a même les photographes inclus dans la presse.
Bon, en fait, là maintenant, là vous parlez de personnes, oui. Mais moi ici je suis en train d'expliquer le concept presse, okay? Sans pourtant parler des individus qui font partie du corps, en fait, de ceux qui organisent le service de presse, s'il faut le dire. Alors, s'il faut parler maintenant des organes de presse, c'est au sein des organes de presse qu'on retrouve et journalistes et caméramens et photographes. Pour une organisation qui est assise en tout cas, vous retrouverez tous ces mondes-là autour de cet organe de presse qui font un métier dont la mission finale est d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et tout. Alors si un photographe se retrouve au sein d'une structure, par exemple ici chez nous, nous avons aussi des photographes maison. Alors ces photographes-là est un membre de l'organe de presse qui est notre chaîne de télévision Ecopolis ex-Mapania. En suivant Madame Liliane, une question me vient en tête, une question qui fait beaucoup plus confusion, surtout à nos téléspectateurs. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Je pense que c'est vraiment une question qui vaut la peine parce qu'aujourd'hui c'est le 3 mai, nous parlons de la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors quand vous posez la question de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, c'est une question qui aujourd'hui fait déjà débat au sein même de différentes rédactions à travers nos différents médias. Exactement. Parce qu'aujourd'hui vous avez des animateurs, vous avez des chroniqueurs, vous avez des journalistes. Alors cette question-là de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. D'abord, d'une manière logique et générale, est journaliste, c'est lui qui est passé par l'école du journalisme. Donc, quelqu'un qui est passé par l'apprentissage, qui est passé par l'école du journalisme. Alors, aujourd'hui... Soyez un peu beaucoup plus clair. Qui est passé par l'école du journalisme. C'est lui qui est passé. Une formation, qui a fait l'université. Qui a fait l'université. Okay. Ça, c'est ça, moi, là où je suis. Parce qu'une formation, c'est une école, hein. Tout à fait. C'est lui qui a fait l'université, qui a fait l'école du journalisme, sans pour autant parler d'abord de centre de formation de journalisme. Okay. Aujourd'hui, nous avons sur terrain de journalistes qui ont appris sur l'État et nous avons de journalistes qui sont passés par des centres de formation pour être appelés journalistes. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? En fait, d'une manière brève, je dirais, est journaliste, c'est lui qui fait au quotidien le travail de récolte, traitement et diffusion de l'information. Okay. Mais maintenant, il y a deux catégories de journalistes. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui ont appris sur l'État et font ce travail de la même manière que ceux qui sont passés par l'université, ceux qui sont passés par des centres de formation. Bon, on est tous journalistes, mais quand on va parler, on va chercher à parler de la catégorisation de ce journaliste. C'est là où maintenant, on ira un peu plus loin pour faire la différence entre qui est un vrai journaliste et qui est un journaliste c'est lui qui fait le travail de journaliste assimilé au journalisme. Voilà, merci beaucoup, Madame Liliane. Vous partagez le même avis, totalement que Reg. En fait, Reg n'a pas totalement tort de dire que journaliste, c'est lui qui est passé par l'école ou de formation ou à l'université. Mais aujourd'hui, en fait, parler du journalisme, en fait, de celui qui pratique le journalisme, moi je dirais qu'il faut aller plutôt dans le sens de la profession. Okay? C'est-à-dire, est journaliste, tout professionnel qui exerce. Hein, s'il faut simplifier, en fait, hein, le journaliste, c'est un professionnel hein, qui a pour mission collecter, vérifier, traiter, diffuser l'information. Dès qu'on remplit cette mission-là, déjà, on a atteint l'objectif. Okay? Déjà, on a atteint l'objectif. Que l'on soit dans la rue, par exemple, aujourd'hui, avec, comme je l'ai relevé tout à l'heure, l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, on ne peut pas que se limiter, par exemple, à ceux qui vont à l'université. Sinon, on se dirait que ceux qui apprennent à l'État ne le sont pas. Pourtant, j'arrive. Allez-y. Donc, c'est réduire, je dis bien réduire le concept journaliste à simplement celui qui est allé à l'université. Moi, je n'adhère pas à cette idée-là parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas été dans une école de formation, qui ont appris à l'État, mais qui excellent, qui le font beaucoup mieux que ceux qui sont allés à l'université pour l'apprendre, hein, je le dis bien. Justement, Madame, si vous m'aviez bien suivi quand je vous ai pas accordé la parole. Oui, Monsieur Glodino, allez-y. Je vous ai pas accordé. Bon, vous avez la parole, allez, parlez. Si vous avez bien suivi quand j'étais en train de parler, Madame, je dis, quand
il faudra parler de la catégorisation. C'est-à-dire, ici, nous avons des journalistes qui ont appris à l'État et nous avons des journalistes qui sont passés par le centre de formation. En fait, la question, elle est simple. Madame, vous n'avez pas encore la parole. Nous avons des journalistes qui ont passé par des centres de formation, mais nous avons des journalistes qui ont passé 3-5 ans. Qui est journaliste? Qui est journaliste? C'est qui? C'est ça la question. Qui est journaliste? Et journaliste, c'est lui qui pratique ou qui exerce la profession du journaliste. Très bien. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'aimerais que M. Lucanou, ici sur ce plateau, nous repose ou reformule encore sa question pour savoir qui est un journaliste vrai et qui est celui-là qui s'est fait... Il y a aussi des journalistes faux. Quand c'est faux. Vous savez comme moi que sur le terrain, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le mouton noir, c'est-à-dire il se présente comme journaliste, il n'est pas indépendant, encore moins il n'a pas une maison ou sinon une agence. Là, vous voulez parler des comportements de certaines personnes qui abusent de la profession de journaliste. C'est rien à voir avec... En fait, j'étais en train de vouloir expliquer à Madame Liliane. Allez-y, vous avez je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que un journaliste, c'est celui qui pratique la profession du journalisme, donc c'est tout le jour. Récolter, traiter et puis diffuser. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais ici, je ne sais pas si je me suis en train de faire comprendre. Mais pourquoi de cette précision? En fait, moi, je vous comprends bien. C'est pourquoi je voulais que... Madame, il termine. Je reviens à vous. Allez-y, terminez votre fil d'idée. C'est-à-dire, je veux à ce que qu'il y ait aussi cette différence-là, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la liberté de la presse. Si nous parlons aujourd'hui de la liberté de la presse, c'est que quelque part on ne bénéficie pas de cette liberté-là, parce que s'il y avait totalement cette liberté de la presse, on ne parlera jamais de la liberté de la presse en date du 3 mai. Voyez un peu. Okay. Alors, il faut aussi se poser une question pour savoir si aujourd'hui on veut parler de la liberté de la presse. Est-ce que quelque part, ce n'est pas seulement le pratiquant ou sinon le personnel de cette presse qui ont abusé quelque part avant que nous puissions aujourd'hui parler ou célébrer de la liberté, parler de la date de la liberté de la presse quelque part. Voyez un peu. C'est comme ça que moi je voulais que M. Lucanou, en posant la question de savoir qui est journaliste, vous avez bien répondu et je suis d'accord avec vous, toute personne qui pratique la profession du journalisme au quotidien, bien sûr. Mais aussi, la question qui devait suivre après cette question-là, qui est un vrai journaliste? Je reviens à vous. Madame? En fait, moi j'aimerais, là nous sommes en train de nous adresser à un public. Exactement. Et je pense que ceux qui nous suivent voudront savoir d'abord c'est qui un journaliste. Ouais. Et je crois la question voudrait assez qu'on éclaircisse simplement qui est un journaliste ou pas. Parce que le débat sur le vrai ou le faux journaliste, comme on appelle dans notre jargon des moutons noirs, là maintenant il s'agit de spécifier. Je crois que vous êtes peut-être, comme vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé que Glodino étende un peu sa question. Effectivement, vous aurez peut-être raison, mais par rapport à cette question-là, c'est pourquoi moi j'ai bien voulu qu'on reste circoncis sur cette question-là qui voudrait savoir. Parce que c'est lui qui nous regarde, qui voudrait peut-être apprendre, quand on parle de journaliste, c'est qui un journaliste? Okay? Qu'on soit un peu plus pragmatique, c'est-à-dire un journaliste, c'est lui qui a pour mission, d'abord c'est un professionnel, c'est pas quelqu'un d'occasionnel. Quand on dit profession, c'est-à-dire il vit de ces métiers-là. Donc c'est lui qui va à la recherche de l'information. Ne se limite pas à rechercher l'information, il va aussi vérifier cette information-là, si elle est vraie ou elle est fausse, elle est fondée ou non fondée. Par la suite, il va maintenant faire quoi? Traiter l'information pour présenter au public, voilà l'information que j'ai recherchée. Alors si déjà, à partir de ces concepts-là, on est d'ailleurs d'accord, je sais qu'on est d'accord là-dessus, voilà, on est d'accord là-dessus, alors on peut carrément avancer sur cette prochaine question pour savoir les aléas, c'est qui... Ça viendra lorsqu'on parlera des difficultés rencontrées dans la profession des journalistes. Voilà. Puisque le thème international parle d'informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et le média. Ma question va s'adresser à Madame Liliane Kwingu en première. Okay. Comment un journaliste peut s'en sortir face à la nouvelle technologie actuellement? Au fait, ce qui est vrai, le métier de journalisme aujourd'hui est confronté à beaucoup de difficultés. À l'heure du numérique, déjà nous sommes arrivés vers 2015, 2014, 2015.
Déjà, il y a l'évolution de la technologie. On nous dit qu'il y a Internet, il ne faut pas se limiter aux médias traditionnels. Quand on parle de médias traditionnels, on prend en compte la radio, la télé ou sinon la presse écrite, donc presse imprimée. Aujourd'hui, le métier de journaliste est vraiment en difficulté. Je le dis comme ça, comme le souligne le thème. Donc, on veut savoir l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de journaliste. On a vu cette année plusieurs audios circuler sur Internet avec le voix de certains animateurs, certains journalistes, grands journalistes et même du monde pour informer le public. Et le public qui a suivi cette information, je donne l'exemple donc de cette information-là, qui n'était que d'ailleurs un fake news, c'était l'audio qui a circulé par rapport à une déclaration qu'avait faite Corneille Nangaa. Demanda pardon au peuple congolais. Voilà. Alors cet audio-là a tellement suscité de l'émoi et la population s'est levée. Et il y a eu même des débats sur Internet pour savoir si la population voudrait ou pas pardonner, simplement parce qu'il y a eu intelligence artificielle. On a justement dupliqué la voix et du journaliste et de Corneille Nangaa pour informer le public. Et cette information a eu de l'impact négatif sur les communautés congolaises. Alors, aujourd'hui, le métier, faire le journalisme face à l'évolution technologique, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup... j'allais dire beaucoup de quoi. Le journaliste doit vraiment s'armer de ce qu'on disait autrefois, de la vérification. En fait, il doit vraiment être très rigoureux. Voilà, c'est ça le terme. Il doit être très rigoureux envers lui-même et aussi envers l'information qu'il est en train de chercher à diffuser. C'est-à-dire, il doit être sûr que l'information que je suis en train de chercher à diffuser aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, est vraie et vérifiée. C'est-à-dire, je sais que quand j'ai la voix, quand j'ai tendu mon micro, la voix que j'ai, c'est la voix de Reggae Lengesa. Ça va pas mettre en difficulté certains journalistes. Je donne un exemple. La réalité de Corneille Nangaa, si c'était vrai, ça veut dire que c'est vrai, Corneille Nangaa aujourd'hui demande pardon au peuple congolais et que nous ne sommes pas sur place à Goma. On se dit, voilà, on va se contacter des images de nos confrères sur place et qu'on n'a pas la certitude sur la voix de Corneille Nangaa. Vous ne pensez pas que ça peut aussi nous mettre en difficulté? C'est ça même la toute différence, pour que je puisse retomber à ce que disait Monsieur Règle, le vrai et le faux. C'est là comme dit la Bible, laisser livrer et les deux croître ensemble, c'est-à-dire à un moment donné, on saura qui est vrai et qui est faux. Le vrai journaliste, c'est celui qui est passé par le banc de l'université ou dans une école de formation, c'est que avant de diffuser une information, il faut vérifier la source. Et puis, on dit que le journaliste doit être sûr et avoir confiance à cette source-là pour arriver à diffuser cette information. Alors moi, par exemple, étant professionnel professionnel de journaliste... Vous pensez être trompé par une source, madame? Le problème, c'est que j'ai dit... Attendez que j'arrive. Je donne un exemple, madame. Oui. Il y a le gouvernement congolais qui aurait parlé... Vous employez déjà le conditionnel, ce qui sous-entend que l'information s'avère ne pas être vraie. N'était plus vrai. Le gouvernement congolais a parlé d'une visite prétendue de Joseph Kabila. Okay. De Joseph Kabila à Goma, et même les membres du gouvernement ont fait sortir quelques sanctions par rapport à cette visite présumée de Joseph Kabila à Goma. N'est-ce pas qu'un journaliste peut se confier d'une information pareille? Si, il faut que je rebondisse encore sur cette autre question. Le journaliste a toutes les armes possibles pour vérifier l'information. Que ce soit d'une source officielle, que ce soit d'une source non officielle, le journaliste a cette possibilité de confronter les sources. C'est ce que d'ailleurs on enseigne à l'université. C'est-à-dire, on ne peut pas diffuser une information sans vérifier. Si c'est une source officielle et que j'ai une autre version des faits, après vérification sur terrain, je me retrouve que j'ai plusieurs sources, qu'est-ce que je fais en tant que journaliste? Puisque je suis appelé à être neutre, je donne toutes les deux versions que j'ai en ma possession. C'est ce qu'on conseille aux journalistes. C'est ce que veut le journalisme. C'est-à-dire, le journaliste n'a pas de parti pris.
C'est-à-dire, si le gouvernement aurait annoncé, par exemple, l'arrivée ou sinon la prétendue venue de l'ancien chef de l'État à Goma, le journaliste ne se limiterait pas. C'est une source officielle, oui, mais puisque j'ai des sources sur place et que je peux vérifier, vous avez donné l'exemple, si j'ai des confrères à Goma, par exemple, qui m'attestent que, écoute, j'ai fouillé tout, partout, il n'y a rien. J'ai des contacts de la société civile, ils me disent qu'il n'y a rien. Alors à ce moment-là, moi, étant journaliste neutre, je donne, selon la source officielle, on nous dit ça, voilà ce qui se passe sur le terrain. Et maintenant, c'est au public de choisir quelle est la vraie et de se faire en fait une opinion de cette information-là. Voilà, votre analyse est que doit faire un journaliste avec la nouvelle technologie aujourd'hui, sinon avec l'intelligence artificielle. Je pense que pour une fois, dans cette émission, sur ce plateau, on pourra peut-être parler le même langage avec Madame Liliane. Non. Vous avez toujours parlé le même langage. Parce que déjà, comment est-ce qu'un journaliste, un professionnel, un vrai professionnel de médias pourra... Là vous insistez avec les qualificatifs. Un professionnel, un vrai professionnel. En fait, on va Madame, il a la parole. Un professionnel de médias peut s'en sortir par rapport à ça et surtout suivant le thème qui dit informer dans un monde complexe l'impact artificiel sur la liberté de la presse. Donc, je crois que Madame a donné toute le manière dont un journaliste pourra, n'est-ce pas, pourra se démarquer au giste, donc pourra se démarquer face aux informations qui sont de fake news. Vous avez donné un exemple, vous avez parlé de l'histoire de Corneille Nangaa, le Voice, tout ça. Je pense que la réponse a été claire et nette par rapport à ce que Madame a donné. Vous avez dit, est-ce que un journaliste qui n'est pas du tout, qui n'est pas un fin journaliste, est-ce que ce journaliste sera à même de faire le dé, donc c'est-à-dire mettre à la disposition de l'opinion le déversion de faits? Ici, j'ai des confrères à Goma qui m'attestent que c'est Corneille Nangaa qui a fait ça, et j'ai d'autres sources qui font ça. Je pense que ici, ça sera vraiment le terrain où tout le monde ou tout journaliste avéré saura mieux faire son travail. Mais par rapport au sujet, par rapport au thème, informer dans un monde complexe, l'intelligence artificielle, l'impact même, je dirais que c'est vraiment difficile, ça il faut le reconnaître, mais c'est facile pour de journalistes avérés. Là, je rentre toujours dans ma position pour dire que de journalistes avérés auront la facilité de bien traiter les informations, même dans un monde complexe avec l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes sur ce plateau. Je vous rappelle que cette émission est aussi pédagogique. Nous parlons également du service des journalistes, la profession de journaliste. Et c'est à l'occasion de cette journée internationale de la liberté et de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Alors, Madame Liliane Kwingo, vous avez donné le moyen pour pouvoir permettre à un journaliste de procéder à la vérification ou sinon à l'authenticité d'une information. De se démarquer également. Oui, de se démarquer également. Mais aujourd'hui, toujours avec les réseaux sociaux, la nouvelle technologie, plusieurs informations, fausses informations, les fake news apparaissent sur la toile, Facebook, WhatsApp, je ne sais pas moi, YouTube ou encore TikTok. Il y a ceux qui ne sont pas des journalistes, les non-journalistes. Comment ils peuvent facilement détecter la bonne ou sinon la vraie information? Comment détecter la bonne ou la vraie information? Je crois qu'il y a aujourd'hui le fact-checking. Le fact-checking qui est un moyen aujourd'hui que le journaliste utilise pour vérifier la vraie information. Je donne un exemple. Il y a une information, je crois, qui a été diffusée, un fake news, en fait, qui a été relayé sur le réseau hier, où on fait savoir que TF1, la télévision française, qui a annoncé le décès d'une de grandes femmes professeurs d'université en matière de santé, qui sensibilisait les femmes, d'ailleurs, sur la consommation de produits pharmaceutiques. Alors, cette information est arrivée, je vous dis, jusque hier, quand je le voyais, j'ai zappé, j'ai vérifié par moi-même, j'ai vérifié même l'information. En fait, quand vous regardez, vous pouvez déjà partir de l'image même. À partir de l'image, arriver à détecter, à savoir si cette information est vraie ou pas. Parce que
déjà à partir en fait, le minutage. Vous voyez comme nous passons là, l'image que l'on diffuse maintenant ici à une certaine vitesse. Or, lorsque vous regardez avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même vitesse au fait que l'information et au fait l'image est en train d'être coulée. Alors c'est par là que vous pouvez déjà faire un fact-checking pour savoir que ça c'est vrai ou faux. Mais vrai ou faux. L'autre aspect c'est que l'heure de la diffusion de l'information. Parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec Internet, d'ailleurs presque tous les médias sont en ligne aussi. Ils se sont créés de comment on appelle ça, de sites web, de chaînes YouTube pour relayer leurs informations sur les réseaux. Alors maintenant, vous qui êtes par exemple au Congo, vous voyez une telle information sur le réseau, comment vérifier? Vous pouvez prendre que cette image-là, vous le placez sur, comment on appelle ça, il y a un... Comment on appelle ça? Il y a un système, si je peux le dire comme ça, qui permet de détecter si l'information est vraie ou fausse. En fait, il y a toutes les possibilités aujourd'hui avec le fact-checking. Le fact-checking permet aux journalistes d'aller, pour le journaliste et donc le professionnel, de vérifier vraiment l'authenticité même de l'information. À quelle heure ça a été diffusé, qui l'a diffusé, quel canal, est-ce que c'est une source officielle? Si c'est une source officielle, est-ce que ça a été relayé sur les sites de ces sources officielles? Quand vous vérifiez, donc, en fait, c'est un grand travail aujourd'hui. Le travail de journaliste ne se limite même plus, comme je l'ai dit tantôt, à la collecte, comme c'était d'ailleurs avant. On parlait juste de la collecte, traitement et diffusion. Aujourd'hui, on parle de collecte, vérification. Donc, j'ai collecté, avant même que j'aille traiter, je commence par vérifier l'information. Si je vérifie, l'étape maintenant de vérification prend seulement, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement je vérifie auprès des sources physiques, mais aussi sur les sources techniques. C'est-à-dire, si par exemple, je l'ai vu, l'information est sur le réseau, je l'ai vu sur le réseau, je le prends, je vérifie. Ce qui est un moyen, je parle lingala maintenant. Ce qui est un moyen que na tout mais ce qui n'a kingamoko, j'utilise la nouvelle technologie de l'information. Il y a tout le moyen possible aujourd'hui. Il suffit juste aux journalistes de se former, de vraiment chercher cette formation-là sur le fact-checking pour arriver à dénicher les fausses informations. Alors, pour démarquer, comme vous m'avez posé la question, le vrai du faux, le vrai journaliste et le faux journaliste, mais c'est clair, celui qui ne sait pas ne saura pas le faire. Il va vous faire diffuser des fausses informations comme ça. Il y a des informations qui nous arrivent comme ça. Mais tu vois, aussi un journaliste, mais qui fait même l'erreur de ne pas mentionner les lieux où les faits se sont déroulés. Sans pourtant remplir les 6 questions de référence. Déjà là, ça tombe. Moi, quand je vois une information qui ne répond pas à plus ou moins 4, moi je me limite d'abord à plus ou moins 4. Si je ne vois pas qu'un journaliste a relayé une telle information avec la précision, cette précision-là, je me dis, je ne prends pas. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, merci beaucoup madame. Surtout avec le faux journaliste, comme les VREG, ou sinon les gens qui ne connaissent pas le travail dans cette profession, mais qui veulent toujours le faire, ou sinon ceux-là qui veulent toujours le faire, doivent savoir que les codes numériques également venaient d'être publiés récemment par le président de la République. Et donc, exactement, ça risque de conduire plusieurs à la prison. Merci beaucoup. Reg Elingesa, votre avis quant à c'est comment les gens qui ne sont pas journalistes? Vous avez posé la question de savoir, Monsieur Glodo, vous avez posé la question de savoir, les gens qui ne sont pas journalistes, comment détecter la vraie ou la fausse information par rapport à ça. C'est comme ça que nous disons ici. Voyez, quand vous êtes journaliste, il y a même cette analyse que vous pouvez porter sur l'image avant même l'audio. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de l'audio de M. Corneille Nangaa et on a donné de pistes pour comprendre à l'ère de l'intelligence artificielle comment détecter que c'est une fausse information, c'est une vraie information. Récemment, nous avons eu le cas de la première ministre, cet incident qui s'est passé à Kinshasa, qui s'est déroulé à Kinshasa avec le policier de la police de circulation routière, où on nous montrait des images qu'il y avait de soi-disant gardes rapprochés de la première ministre qui tabassaient à mort ces policiers. Alors qu'il y a un professeur, un grand professeur d'université dont le nom m'échappe, qui nous a montré une vidéo analysant ces images pour dire que
On nous montre d'abord la ville de Kinshasa. Le séparataire dans la ville de Kinshasa, c'est une affaire, je crois, 2014. Le séparataire avec béton, c'est 2014. Actuellement, si vous êtes à Kinshasa, le boulevard est séparé par de séparataires métalliques et non de séparataires en béton. Alors que quand on nous montrait l'image, des soi-disant gardes rapprochés de la Première ministre qui tabassaient à mort ces policiers de circulation routière, on n'a pas tenu compte. Donc, celui qui n'est pas journaliste ne tiendra pas compte de l'environnement où s'est passé cet événement-là. Alors que, quand je suivais cette vidéo-là de ces professeurs-là, il nous fait savoir à travers cette vidéo, écoutez, on parle de la ville de Kinshasa. Et ici, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en tel endroit. Remarquez bien, nous sommes en 2025. Est-ce qu'en 2025, si vous êtes à cet endroit, vous allez voir le séparateur en béton ou vous avez des séparateurs en fer. Déjà, à partir de l'analyse même de l'image, vous qui êtes journaliste, vous pouvez détecter pour dire que non, cette image, ce sont de fake news. Contrairement à ceux qui ne sont pas journalistes. Alors, cette pareille vidéo tombe entre les mains d'un soi-disant journaliste. Je ne parle pas de non-journaliste. Ah, des soi-disant journalistes. Faux. Vous aimez trop les faux, pourquoi? Ça vous énerve? On va arriver. D'un soi-disant journaliste qui, directement, sans pour autant vérifier même l'authenticité, va se donner la peine de prendre cette information et diffuser, mettre à la consommation du grand public. Donc, c'est vraiment quelque chose où... quand la population veut faire la différence du vrai ou à une fausse information, il faut se contacter ou sinon il faut se confier à des journalistes qui sont des journalistes professionnels. Voilà, merci beaucoup, messieurs et dames. Je vous rappelle que cette émission Plateau spécial est réalisée à l'occasion de la journée du 3 mai où on célèbre la liberté de la presse. Donc nous avons organisé cette émission pour pouvoir réfléchir sur la profession de journaliste. Alors on va prendre les thèmes que nous avons prévus pour aujourd'hui. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, mythe ou réalité? C'est une question ouverte, hein, Madame Liliane. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, mythe ou réalité? En fait, il s'agit ici de... C'est depuis 1900, combien vous avez dit? 1993. Ah, depuis 1993 jusqu'en 2025, ça fait pratiquement 33 ans. 33 ans, 34 ans, quelque chose comme ça. Alors, mythe ou réalité? En fait, il faudrait déjà qu'on puisse circonscrire le cadre de cette thématique. En fait, on parle de la liberté de la presse. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que en RDC, déjà, on est libre de nous exprimer? Est-ce que c'est garanti que quelqu'un puisse s'exprimer? L'article 23, si je ne m'abuse, de notre Constitution donne cette liberté à tout Congolais de s'exprimer librement. Alors, peut-on dire que les journalistes aujourd'hui sont libres de s'exprimer, d'exercer leurs droits? Parce que quand on parle de la liberté de la presse, il s'agit du droit pour le journaliste de collecter l'information, de vérifier cette information, de traiter et à la fin diffuser. Peut-on affirmer que le journaliste est libre de faire tout, en fait, de remplir sa mission? Moi, je dirais que c'est en partie. Voilà ma réponse par rapport à cette question. C'est-à-dire que cette liberté, elle est en construction, c'est en chantier. Pourquoi? Parce que s'il faut partir des années 90, hein, les années où l'Organisation des Nations Unies a fait assez que cette liberté puisse voir le jour, c'est qu'on peut dire en RDC, déjà à l'époque du Zaïre, c'était difficile parce qu'on n'avait qu'une seule télévision nationale, on n'avait qu'une radio. Cela démontrait déjà une restriction de liberté d'expression. On avait un parti unique, ce qui voudrait dire que tout le monde ne pouvait pas parler contre le pouvoir en place. Aujourd'hui, en 2025, affirmer qu'il y a cette liberté d'exister, d'exprimer et tout, oui, ça, nous l'avons. Mais maintenant, quant à la liberté de faire librement, permettez-moi ça, de faire librement, de remplir cette mission-là, c'est là qu'il y a encore un problème. Le cadre légal
ne suit pas complètement pour protéger le journaliste, parce que l'on voit dans différentes sphères que les journalistes sont dans certains coins vraiment choqués, arrêtés, intimidés, sinon sanctionnés, censurés, ce qui limite en même temps l'exercice de métier de journaliste en RDC. Mais madame, l'article 23 de la Constitution donne la liberté d'opinion, oui, que tout Congolais peut s'exprimer, oui, peut émettre ses points de vue, ses opinions quant à une problématique donnée. Mais cela n'autorise pas, n'autorise pas de n'importe quoi. Je suis partie de ces principes-là. En fait, le principe de la liberté. D'abord, la liberté, c'est un droit fondamental. Vous êtes c'est un droit fondamental. Dès l'instant que la République démocratique du Congo ratifie à toutes ces lois, à tout ce qui s'est fait, déjà, nous n'avions pas. Vers les années 90, j'étais encore petite, mais j'entendais mes parents dire que ça, c'est une restriction de liberté. Mais aujourd'hui, à travers le média, on est arrivé à libérer la parole. On voit tout le monde aujourd'hui prendre la parole. Des fois, quand je suis sur les réseaux sociaux, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout le monde veut s'exprimer. Pourquoi? Parce que déjà la liberté d'expression est garantie. La liberté d'expression est garantie par quel canal? Par les canaux des médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a combien de journalistes en RDC? On est à combien au Congo central? On est à combien ici à Matadi? Donc c'est là déjà qui prouve que le nombre même de médias, de chaînes de télé, de chaînes de radios communautaires, de médias en ligne qui ne cessent de naître chaque jour, prouve à suffisance déjà à 50%, il y a cette liberté-là. Ok? Mais maintenant, la grande question, comme je l'ai dit, reste au niveau de l'encadrement de cette liberté. Parce que vous m'avez dit, est-ce que tout le monde peut prendre la parole? En fait, c'est garanti par la Constitution. Tout le monde peut prendre la parole. Peut prendre la parole où on dit dans le milieu public et par-ci, par-là, mais dans le respect. C'est précisé dans cet article. Dans le respect de principes. C'est-à-dire, on ne prend pas la parole n'importe comment, on ne prend pas la parole pour dire n'importe quoi, on prend la parole pour dire quelque chose qui cadre avec le principe de fonctionnement de la société. Alors, dès l'instant où vous êtes à l'écart, il y a une loi aussi qui va compléter cette loi-là, cet article-là, pour vous sanctionner par rapport à vos propos. Qu'est-ce que vous dites par là? La liberté de la presse en RDC, c'est une réalité? Je vous dis, c'est une réalité en construction. En construction. Comme la RDC. Bon, moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire... Ça j'ai pris les paroles j'ai pris les paroles de la journaliste, celle qui venait être en intercation avec... le ministre oui, Odia. Voilà, elle a dit quelque part comme ça, je crois que c'était en 2023, elle a dit que la liberté de la presse en RDC est en évolution, sinon en construction, de la même manière que la RDC elle-même qui est en train de se construire, de construire sa liberté au fait, parce que jusque les années 90, en tout cas tous on le sait qu'il y avait tellement de restrictions que on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas parler. Il y a certains même qui ont salué l'ère Kabila pour dire que ceux qui sont journalistes comme Ebele Nambokoza pour Kabila Atika qui battent. Alors c'est pour dire que quelque part il y a des acquis, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà, merci. Je reviens à vous sur les beaucoup à faire. Réglez ça, qu'est-ce que vous nous en dites? C'est une réalité ou mythe, la liberté de la presse en RDC? La liberté de la presse en RDC, une réalité ou mythe, je pense que je ne serai pas d'avis aussi, ou sinon je ne serai pas totalement de même avis que Mme Liliane, qui a dit que, je dis pas totalement, pas totalement, en partie. Totalement d'avis avec Mme Liliane qui dit que c'est en cours et quelque chose comme ça. Oui, c'est en construction. En construction. Comme la RDC qui est en construction. Oui. En construction. Déjà, le Reporters sans frontières, en 2025, a classé la RDC parmi à la 33e place de pays
où on retrouve la liberté de l'expression. Imaginez-vous, quand on parle de 133e sur les 180 pays, le Reporters sans frontières classe c'est pour déjà, cette année, hein? C'est pour cette année 2025. Déjà, je dirais ça ne serait pas pour l'année 2024, parce que là, Non, nous sommes c'est pour l'année 2025. C'est pour l'année 2025. Ça a été publié le 2 mai et Radio Okapi l'a publié sur sa page internet aujourd'hui matin même, que la RDC est classée 133e sur les 180 pays. C'est 133e sur les 180 pays. Donc là, on peut compter déjà qu'il reste à peu près quelques pays. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà des avancées. Il y a des avancées qu'il faut reconnaître en République démocratique du Congo. Il y a vraiment cette liberté d'expression qui, en termes de pourcentage, pour moi, je dirais que nous sommes à 75%. On parle de la liberté de la presse. Hein. La liberté de la presse, pardon. Oui. La liberté de la presse, donc à 75% en République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, comparativement avec la Chine, quand vous êtes en Chine, vous allez voir qu'il y a plus de journalistes. Alors les statistiques démontrent aussi, depuis 2022, 2023, 2024, plus de journalistes sont aux arrêts par rapport à l'exercice de leur fonction. Donc c'est-à-dire, en Chine, c'est comme le principe qui dit du journalisme, le journaliste est supposé connaître tout, mais pas pour dire tout. Donc le journaliste, on suppose que le journaliste connaît tout, mais pas pour dire tout, pour tout dire. En Chine, vous avez plus de journalistes qui sont emprisonnés parce qu'il n'y a pas vraiment cette liberté d'expression. Contrairement à nous aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même de bavures qu'on peut reconnaître pendant le scrutin de 2023, où il y a eu plus de journalistes qui ont été arrêtés, il y a plus de journalistes qui ont été accidentés par cette manque de la liberté de la presse. On le reconnaît. Est-ce que liberté de la presse signifie impunité? Liberté de la presse, cela ne veut pas dire impunité. C'est-à-dire, vous avez eu à vérifier pourquoi ces journalistes ont été arrêtés. Les journalistes ont été arrêtés simplement parce qu'ils ont été sur terrain en voulant, n'est-ce pas, informer de la situation vraie. Ils étaient en règle, vous y pensez? Pas trop longtemps, vous venez de parler de faux journalistes. De faux journalistes. Sur le terrain qui se font passer pour journalistes, qu'on appelle les tembe, les moutons noirs. Mais néanmoins, vous avez suivi avec moi, M. Glodino, qu'en 2023, il y a des journalistes qui ont été arrêtés, tabassés, blessés même, mais qui ont de maisons, reconnus par de maisons de presse, et sont des journalistes, pour la plupart, sont le fruit de l'UFASIC. À l'instar de... Il y a le confrère, l'attaché de presse de Moïse Katumbi. Confrère, comment il s'appelle, l'attaché de presse de Moïse Katumbi, le journaliste, ça viendra. Mais vous pouvez aussi être journaliste, mais vous présentez à un endroit où vous n'avez pas le droit d'y être. Ça peut aussi arriver. Soit vous n'êtes pas muni d'une autorisation ou d'une carte. Est-ce que... C'est normal que vous soyez aussi saisi, s'il faut le dire ainsi. Les activités publiques, par exemple. Un acteur politique qui a un meeting. Le journaliste se présente. Vous avez dit pendant l'élection, ce n'est pas pendant l'élection. Pendant le processus. Oui, le processus, donc la campagne électorale et tout ça. Vous avez des activités publiques, de meetings, le journaliste se présente parce que vous savez que ce journaliste, c'est lui qui, à la télévision, hier, avait présenté une émission où soit le journal faisant informer des activités de l'autre camp, vous le tabassez. C'est pour dire qu'il n'y avait pas... Bon, cette liberté d'expression, on les reconnaît en République démocratique du Congo à 75%. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons applaudir et dire que contrairement aux années, au régime passé, parce que quand on parle le 18 ans de l'ancien président, le journaliste... De l'ancien régime. Le journaliste ne pouvait pas s'exprimer comme aujourd'hui. Ah donc vous louez les efforts, de l'actuel régime en quelque sorte, comparativement à l'époque de Joseph Kabila. On peut dire qu'à 75%, il y a cette liberté de la presse en République démocratique du Congo, et nous osons croire que en 2028... Vous donnez 75%. Je viens à vous, madame. J'avais dit... Finissez, oui. Comparativement à ce que vous avez dit que c'est en cours, mais vous n'avez pas donné le pourcentage. Mais moi, reconnaissant cette interdiction-là, ou sinon... Vous avez calculé ces pourcentages par rapport à quels sont ces éléments qui vous ont permis de calculer ces pourcentages, accordant 75% à l'actuel régime et 25% Joseph Kabila? Déjà, quand les Reporters sans frontières vous classent à la 133e position parmi les 180 pays, dites-moi d'après vous s'il faut faire le calcul. Et sous Kabila, c'était combien?
Je parle de 2025. Je dis sous Kabila. Je suis en 2025. Mais pour apporter ces pourcentages, Oui. vous devez avoir les éléments de 2025 et par exemple de 2011 sous Kabila. C'est comme ça que vous allez comparer le pourcentage. Comparer le pourcentage de l'ancien régime ou le régime actuel, je ne suis pas là, mais plutôt... Les Reporters sans frontières a donné combien, a classé la RDC à la 40e position sous Kabila. 133, sous Kabila. Oui. S'il faut remonter voir l'histoire, en tout cas, on était loin d'être à la 133e position. Tu estimes ou c'est l'information? Si on vérifie l'historique, je crois qu'on ira... Mais tu n'as pas encore vérifié. Je reviens à vous. Aujourd'hui, cette liberté de la presse, les institutions, c'est vrai, ça c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez par exemple Bossolo na télévision, par exemple, qui vous dit des choses, qui entre, qui va même vers les institutions pour vous informer, et il a cette possibilité. Bossolo existait même sous Kabila. Cette possibilité. C'est pas sous Tshisekedi. Bossolo existait même sous Kabila. À la fin du régime Kabila. À la fin ou pas, mais il a existé. À la fin du régime Kabila. Il a existé. Est-ce que vous pensez que... Il y avait d'abord l'émission et puis... L'émission, et puis il y a eu la chaîne qui est venue sous Tshisekedi. Mais l'émission Bossolo de la politique existait déjà. Existait, mais avec cette ampleur. Est-ce qu'il y avait tant de hommes politiques? Est-ce qu'il y avait des institutions qui étaient répondants? Même philosophie, la philosophie n'a pas changé. De l'émission Bossolo de la politique. Merci. Bon, vous n'avez plus la parole, monsieur Rey. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Madame Liliane. Bon, en fait... Je vais poser ma question. je suis déjà... vous réagissez d'abord. Oui. Bon, réagissez, ma question vient après. Réagissez d'abord. Bon, en fait, par rapport Le Reporter sans frontières, 133... Vous n'avez pas la parole, Rey. Bon, allez-y, madame. C'est Madame Liliane qui réagit par rapport à vos dires et puis ma question viendra bien après. Allez-y, madame. En fait, ce qui est vrai, je l'ai dit, c'est en construction. Quand on dit en construction, c'est-à-dire il y a des avancées. Il y a des avancées que moi je reconnais évidemment. Alors, s'il faut faire la comparaison entre l'ère Kabila et l'actuel régime, ce qui est vrai, il y a des avancées beaucoup plus positives. Entre l'ère Kabila et l'ère Tshisekedi. Ce qui veut dire quoi? Là, c'est sur base de recherche, sur base de recherche. Entre 2013 et 2019, la RDC était souvent classée 154e. 154e et aujourd'hui, nous sommes à la 133e place. C'est-à-dire, on a quand même avancé en termes de liberté de liberté de la presse en RDC. C'est déjà significatif. C'est ce que j'ai dit, c'est en construction. Alors, pourquoi j'insiste sur en construction? Il y a encore des cas aujourd'hui qui font qu'on puisse dire que c'est pas vraiment acquis, quoi. C'est pas une liberté acquise. Quand, par exemple, vous avez des journalistes comme... Odia qui est menacé en direct. Chutez avec votre réaction, madame. Que je chute. Avec la réaction. La réaction, donc c'est ce que j'ai dit. Donc il y a des avancées, que je reconnais évidemment. Donc nous avons quitté en 2018 de 154e à la 133e place. Ça, c'est déjà des acquis. Ma question, elle est là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de la profession? C'est ça même le grand problème, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, au plus début, là, je disais, il y a l'aspect légal, l'aspect accompagnement, le loi qui accompagne le métier de journaliste en RDC. Certes, ça existe, mais seulement il n'y a pas une forme de suivi. Nous avons vu l'année passée, si je ne me trompe pas, il y a eu ces forums au niveau de Kinshasa. Les états généraux. Les états généraux, voilà. De la presse. De la presse. Il y a eu des résolutions qui ont été prises par rapport à cela. Mais par exemple, ici, nous sommes au Congo central, je me pose encore des questions. Avons-nous déjà identifié tous les journalistes qui sont au Congo central? Est-ce que tous ces journalistes sont enregistrés? Alors, les difficultés que nous rencontrons dans notre métier, c'est que déjà, c'est à partir même de la considération, la considération du journaliste, du métier de journaliste. Et quand on vous voit, c'est comme si vous êtes une personne qui venait demander, quémander. Or, l'accès à l'information est garanti par la Constitution, c'est-à-dire tout le monde a droit de savoir ce qui se passe.
Mais accéder même aux sources d'information, c'est devenu un problème. Pour avoir la vraie information, surtout pour les femmes, mais vous devrez vous exposer. Vous devrez soit vous faire courtiser ça et là. Pourquoi? Parce que vous voudrez savoir ce qu'il y a, ce qui se cache. Or, on dit, l'information, c'est un fait que les journalistes rapportent. Donc, s'il doit rapporter, il doit rapporter pas avec les oui-dire, il doit rapporter des propos ou sinon de l'information reçue de la source officielle. Mais pour avoir l'information même, c'est devenu un problème. Voilà pourquoi les journalistes aujourd'hui, certains, j'ai dit, je pourrais emprunter le mot de M. Reg, certains faux journalistes, ça donne à la spéculation. En fait, créer l'information, ils créent leurs propres informations comme ça pour faire en cherchant le buzz. Voilà, en cherchant le buzz pour attirer le public. Et puis quand ils font ça, les gens disent ouais, voilà, et ils disent la vérité. Tout ça, ce sont des difficultés. L'autre difficulté, c'est au niveau de médias, en fait, des organisations, la collaboration entre le média et les organisations. L'information, elle est gratuite. Il y a maintenant les gens qui disent ça d'ailleurs. Quand vous cherchez l'information, je ne paye rien. Mais la communication, elle est payante. La communication, elle est payante. L'information peut être gratuite, mais la communication, elle est payante. Là aussi, c'est un autre concept qu'il faudra qu'on explique. Parce que quand quelqu'un voudrait faire parler de lui, de ses activités, de tout ça, il y a un moyen, il y a des moyens qu'il faut mettre en place pour que cette communication puisse arriver. Mais vous verrez aujourd'hui les journalistes brader leur métier. Pourquoi? Parce que, 20 000 francs. Il va couvrir une activité, il va de 9h à 17h, on lui donne quoi? On lui donne 20 $, par exemple, pour dire quoi? Non, c'est une information. Mais ça, tout ça là, ça fait que l'image même du métier de journaliste puisse être ternie. Aujourd'hui, on peut vous qualifier comme de n'importe quoi, c'est-à-dire comme des gens qui sont à la quête du pain quotidien. Or, le journaliste et le pain quotidien, c'est l'information d'abord. L'argent suit après. Donc, il faudrait que nos communautés, ceux qui aiment ce que font le journaliste, puissent donner, les considérer à leur juste valeur. Mais la grande difficulté, c'est aussi nous-mêmes, le journaliste. Okay. Lorsqu'on ne sait pas qui on est. Là, maintenant, je rejoins encore M. Reg avec le faux. Parce que le faux, il fait quoi? Il n'a même pas un canal par lequel il va diffuser. Bon, à part les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut voir une image sur TikTok et il dit qu'il a diffusé. Il n'a même Mais pas... Mais c'est aussi une diffusion, madame. Bon, en fait, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais vous voyez, quand il fait ça, surtout ceux-là des réseaux sociaux-là, ils sont forts dans ça. Ils vous bradent le métier, mais quand vous allez suivre même le rendu, comme on dit, le rendu de ces textes, vous vous dites, mais ça c'est qui? Même l'intelligence artificielle rendra beaucoup mieux que ces journalistes qui étaient sur le terrain. C'est pourquoi moi j'ai dit que le problème peut être du dehors, mais aussi du dedans. C'est-à-dire nous-mêmes, nous devons s'y revoir, repenser notre métier. Et j'espère qu'avec tout ce qui a été dit au niveau des États généraux, cela doit être appliqué pour qu'on puisse nettoyer un peu, faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas du domaine puissent se dégager, quoi. Voilà, merci beaucoup, madame. Régulièrement ça, vous avez dit tantôt au cours de cette émission que dans la profession, il y a du faux et des vrais. Nous sommes tous mélangés dans un même sac. Sur le terrain, nous faisons un même travail. Et les gens aujourd'hui décrivent même le comportement de certains journalistes sur le terrain. D'après vous, à qui revient la responsabilité? Je pense que la responsabilité aujourd'hui, s'il faut parler en termes vrais, par rapport à cette question-là, déjà dans la locution de Madame Liliane ici a dit, est-ce que nous-mêmes au niveau de Matadi ici, nous sommes capables de répertorier tous les journalistes? Est-ce que les organes habilités à suivre le médias et journalistes sont de liste qui reconnaît des journalistes de Matadi? Je prends d'abord... Il y a l'INPC qui doit faire ce travail. Oui, je prends d'abord le cas pour la ville de Matadi et la province du Congo central en général. Donc c'est déjà un problème que nous rencontrons sur le terrain étant que journalistes. Et le comble, c'est que vous avez ces gens-là que nous appelons de moutons noirs, et ce sont plus de gens qui ont des opportunités que de journalistes maison. Et ces gens-là deviennent même de barrières
pour de vrais journalistes. Vous avez des politiciens qui sont privatisés, vous avez de chefs d'entreprise qui sont privatisés. Avant d'avoir une information, avant de passer ou sinon rencontrer la personne ressource pour une information, vous devez passer par ce journaliste mouton noir et il vous complique la vie. Ce sont des difficultés que nous rencontrons au quotidien par rapport à l'exercice de la profession journalistique. Je prends la ville de Matadi. Et deuxièmement, nous allons parler aussi, c'est la discrimination que nous rencontrons sur terrain. C'est-à-dire, il y a une activité. C'est vrai que nous sommes contactés par, des fois nous sommes contactés par des entreprises, nous sommes contactés par des institutions qui, quand il y a deux événements, appellent le maison. Écoutez, nous avons une activité, envoyez-nous de journalistes. Vous descendez sur le terrain. Quand vous êtes en train de faire le travail, quand vous êtes en train de couvrir cette activité, c'est là où vous êtes nécessaire. Mais après cette activité, l'importance du journaliste sur le terrain... Mais après l'activité, vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire le traitement même. C'est quoi ce traitement? La considération. Après l'activité, il faut qu'on vous donne une chaise? Non, je ne parle pas après l'activité qu'on vous donne une chaise. Vous comprenez pas moi. Monsieur Claudino, vous êtes journaliste comme moi. Le traitement même. Vous savez, un parent dans la maison, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais seulement la considération, le traitement, l'encadrement de votre famille définit également votre volonté si, au cas où vous aurez quelque chose. Mais ce traitement n'est pas défini dans le contrat, puisqu'on va d'y rendre. Il y a un contrat préalablement signé entre les organisateurs et l'organe qui va couvrir cette activité. N'est-ce pas que ce traitement doit être défini dans ces contrats? Le traitement doit être défini dans le contrat. Ici, je vais peut-être comprendre votre idée. Quand vous parlez du traitement défini dans le contrat, vous voulez parler du per diem de journaliste sur terrain? Je ne suis pas là. Je parle plutôt de la considération, le traitement, le respect. Donc, le respect, ça doit être mutuel. Vous avez des activités où, quand vous partez comme ça, vous êtes journaliste, vous avez été contacté pour cette activité, mais en arrivant, vous n'avez même pas eu un siège pour vous asseoir. Débrouillez-vous. Ça arrive. Pour autant, cette discrimination est locale. Quand vous faites appel, par exemple, à un journaliste venu de Kinshasa, vous allez voir que le traitement ne sera pas égal. Okay. Parce que vous êtes de Matadi, parce que vous êtes de la province du Congo central, vous êtes traité autrement que ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à ça, moi, je pense que le confrère journaliste, parfois, on doit assumer certaines choses. Lorsqu'il y a une activité, vous définissez également les modalités du contrat. Et lorsque votre contrat est respecté, c'est bon. Lorsque vous n'êtes pas invité, ne partez pas. Messieurs et dames, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission plateau spécial. On va mettre un point final à cette émission. Le tout dernier mot pour aujourd'hui, hein, madame. Pour à l'occasion de cette émission. Je vous l'accorde. Ah, bon, en fait... Qu'est-ce que je peux dire de cette journée de la liberté de la presse? Vous savez, c'est un honneur lorsque, étant enfant, vous avez rêvé un jour d'être journaliste. Le journaliste, c'est lui qui, comment on dit, le quatrième pouvoir. Voilà. Les journalistes qui reconnaissent, ils disent, c'est le quatrième pouvoir. Alors, parce qu'on est en pouvoir, on doit jouir de cette liberté. On est appelé à jouir pleinement de cette liberté. Les intimidations, les censures, la peur et tout ça, oui, effectivement, ça réduit un tout petit peu la liberté d'expression. Mais ce qui est vrai, le journaliste doit être professionnel. Quand on dit professionnel, c'est aussi quelqu'un qui respecte l'éthique et la déontologie journalistique. Il y a des principes à suivre. On ne peut pas prétendre être journaliste, vouloir être libre tout en étant moins objectif, tout en n'étant pas neutre. Lorsque vous acceptez, vous-même étant journaliste, de brader cette liberté, comment dirais-je, de mettre à nu votre pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, vous perdez tout. Lorsque vous êtes en face d'un politique qui vous dit que telle information ne diffusez pas, je vous donne 10 millions, je vous donne 15 millions, vous acceptez aujourd'hui. Mais la répercussion de ce choix,
que vous avez fait va se faire ressentir dans la société. Je pense que le journaliste lui-même doit déjà être libre, doit accepter d'être libre par lui-même déjà. C'est-à-dire, je suis libre mentalement, je suis libre de chercher mon information, je suis libre de traiter, de diffuser, de vérifier. Je suis libre. Lorsque déjà on acquiert ces niveaux de connaissances où on a l'estime de soi, voilà, donc on a l'estime de soi, en face de nous, on n'aura qu'à le prouver. Il y a des journalistes qui se sont démarqués, non pas parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur donne de l'argent, mais parce qu'ils avaient une conscience professionnelle. Alors, le journaliste, nous sommes appelés à rester professionnels, avoir une conscience professionnelle devant tout abus, de savoir comment traiter l'information. Il ne faut pas être les djalélistes, comme on le dit aujourd'hui. Vous êtes des djalélos, les journalistes des djalélos, où vous bradez, vous vous dites, bon, je mets à profit le côté argent, j'oublie le public. Ça détruit notre image, ça détruit votre image. Alors pour ceux qui gèrent le journaliste, moi je pense qu'il serait mieux qu'à ces niveaux-là, qu'on puisse organiser des colloques de formation, qu'on puisse organiser de séances, d'ateliers de sensibilisation pour que les journalistes puissent vraiment être outillés. Un journaliste pas formé est aussi une bombe en retardement. Oui. Merci beaucoup. Reg Elenguessa, vous avez quelques minutes pour la conclusion. Oui, par rapport à la conclusion, Monsieur Lukanou, je dirais que la journée du 3 mai, à titre de rappel, la journée du 3 mai, c'est une journée qui a été proclamée en 1993 par les Nations Unies, mais que cette journée est pour nous une occasion pour tout chevalier de la plume de pouvoir analyser et réfléchir sur son travail, donc l'exercice de son travail au quotidien. Parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, je dirais que tout journaliste conscient puisse mieux faire son travail pour que cette liberté que nous voulons tous de la presse soit vraiment une réalité et non un mythe en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de ça ici dans ce plateau. Il y a eu des interventions de Mme Liliane qui a parlé. Il y a Claudine Lukanou également qui a émis son point de vue. Et nous sommes arrivés à la conclusion pour dire qu'il n'y a pas totalité jusque-là de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Pour que nous arrivions à cette liberté, cela dépendra ou dépend aussi de nos comportements, nous, chevaliers de la plume. Nous avons parlé de vrais ou faux journalistes, nous avons parlé de vrais ou faux journalistes. Cela n'empêche pas que nous soyons tous confrères ou consoeurs. Il suffirait simplement de bien faire le travail pour que l'opinion, le public consomme la vraie information en lieu et place d'informer mal. Donc, informer mal, c'est aussi donner une occasion à nos publics, à nos téléspectateurs de pouvoir agir contrairement à ce qui devait se faire après avoir suivi l'information. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, plateau spécial, au cours de laquelle nous avons réfléchi sur la profession de journaliste, les services de la presse. C'est à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Sur ce plateau, j'avais réussi pour votre bonheur, pour votre plaisir, Madame Liliane Kouingo, journaliste à ma bannière télévision, mais aussi journaliste à Ecopolis Télévision et directrice des programmes de cette chaîne. Madame, merci d'être venue et surtout bonne fête à toi. Merci beaucoup, au plaisir de toujours être au service de nos communautés. Merci beaucoup. Reg Elenguessa également été là pour vous, journaliste à Ecopolis. Reg Elenguessa, merci pour la présence et bonne fête aussi à toi. Merci Claudine Lukanou, journaliste à Ecopolis, mais il faudra aussi ajouter membre du service commercial et marketing d'Ecopolis Télévision. Le plaisir est partagé. Voilà, merci beaucoup messieurs et dames. Donc nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout au bon dessus des programmes chez vous. Au revoir.